Chaque jour dans le monde entier, des dizaines de sociétés de sécurité privée opèrent dans des zones de conflit avec l'assentiment d'au moins un des belligérants. On les appelle communément les PSC pour Private Security Company et sont présentes notamment sur les sols africains, latino-américains et moyen-orientaux. On vous parle pas de vigiles au supermarché, mais bien de milices hautement entraînées et armées. Ce sont quasiment tous d'anciens soldats qui, une fois de retour à la vie civile, s'orientent vers l'industrie de la sécurité. Alors qu'est-ce qui se cache derrière cette appellation politiquement correcte qu'on appelait autrefois le mercenariat ? Les armées privées ne sont pas un phénomène cantonné aux ex-républiques de l'Union soviétique. Le complexe militaro-industriel occidental compte de nombreuses sociétés de sécurité privée, mais leurs caractéristiques les distinguent nettement des contreparties russes. En effet, les entreprises occidentales, majoritairement nord-américaines, se dédient principalement au soutien des armées déployées, à la protection d'infrastructures ou de personnalités clés, ou encore à la réalisation de travaux très exigeants d'un point de vue technique. La plus connue d'entre elles s'appelle Blackwater, ou s'appelait, parce que depuis, elle a pris un nom beaucoup plus évocateur, Academy. Les entreprises russes, elles, prennent activement part au conflit. Alors ces sociétés sont-elles réellement dans les clous au regard du droit international ? C'est compliqué. Plusieurs atrocités ont été commises en Afrique par des corps de mercenaires et ont été rendues publiques par la suite. Ce qui a naturellement mené en 1989 à la signature de la Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenaires, mais n'est rentrée en vigueur qu'en 2001. Cette convention, promue par les Nations Unies, visait à pénaliser à la fois les mercenaires et les sociétés de sécurité privée, une évolution de la première. Seuls 46 pays l'ont ratifiée, et les pays qui ont le plus recours au service de ces compagnies ne font évidemment pas partie des signataires. On pense notamment aux États-Unis, à la Russie et à la Grande-Bretagne. Mais quand on voit les chiffres, on comprend mieux pourquoi. Cette industrie pèse entre 20 et 100 milliards de dollars par an. En Afghanistan, plus de 100 milliards de dollars de contrats militaires. Selon un rapport de Bloomberg, en avril 2021, 16 832 travailleurs étaient employés par des PCS en Afghanistan, dont 6 147 étaient des citoyens états-unéens. C'était plus du double des 2500 soldats états-unéens restants. Ça peut surprendre, mais le recours à des milices privées est beaucoup plus courant qu'on ne le pense. Des entreprises principalement originaires des États-Unis ou de la Russie qui, à leur tour, sous-traitent ou créent des branches locales. Si vous avez besoin de protéger une installation, d'une formation militaire avancée, d'équipes de renseignement, de contrôle radar, de missiles et d'équipes permettant de les opérer, vous avez juste à décrocher le téléphone et demander un devis. Mais qu'est-ce qui explique la spécificité des PSC russes ? Qu'est-ce qui les rend si attractives ? Franchir la limite ? Pourquoi la Russie est-elle devenue un hub pour les sociétés militaires privées ? Retour en arrière. L'effondrement de l'Union soviétique a laissé des centaines de milliers, sinon des millions, sur le paillasson. L'armée soviétique a été démantelée et ses rangs dispersés. L'URSS était un État largement militarisé et après sa disparition, il n'y avait plus besoin d'autant d'effectifs et surtout, il n'y avait plus les moyens pour les payer. Du jour au lendemain, des soldats du rang, mais aussi des officiers supérieurs laissés sur le carreau, ont dû trouver une nouvelle profession. Beaucoup se sont alors tournés vers le mercenariat. Mais une autre conséquence imprévue, ce fut la gestion chaotique de l'arsenal soviétique, surtout celui déployé à l'extérieur des frontières actuelles de la Fédération russe. Ont été abandonnés, par exemple, des hélicoptères Mi-17 et Mi-24 qui ont été par la suite cédés à des prix sacrifiés sur le marché noir. Et c'est ainsi que les Russes se sont familiarisés avec l'industrie de l'armement à l'international et qui sont progressivement devenus une superpuissance dans ce domaine. Alors pourquoi avoir recours aux entreprises militaires plutôt qu'à son armée conventionnelle ? La différence est fondamentale. Dans le cas des entreprises nord-américaines, c'est l'efficacité qui est mise en avant. Ces sociétés parviennent à réduire substantiellement les coûts opératifs des armées conventionnelles avec lesquelles elles collaborent. Par exemple, il existe des compagnies spécialisées dans la protection d'aérodromes militaires, alors que d'autres le sont dans la sécurisation de périmètres de confinement en zone de combat. Certaines vont même jusqu'à proposer des prestations hors de portée de certains États clients. En Afghanistan, le retrait de ces sociétés de sécurité privée a carrément mis à l'amende la flotte aérienne afghane.
Mais les prérogatives des compagnies russes dépassent sensiblement celles des États-Unis, comme en témoignent les prochaines images. On a souvent entendu que des soldats russes étaient impliqués dans l'invasion de la Crimée et dans le conflit armé du Donbass en Ukraine. La vérité, oui et non. Des effectifs russes étaient effectivement sur le terrain, certainement sur ordre du Kremlin, mais il est hautement probable que ces unités combattaient sous la bannière d'organisations privées. Alors oui, techniquement, Vladimir Poutine ne ment pas lorsqu'il affirme que l'armée russe n'a pas envahi l'Ukraine. Toutefois, ça ne veut pas dire que la Russie, elle, n'est pas présente en Ukraine. Tout est dans la nuance. Ainsi, même si les intentions et les résultats sont les mêmes, on ne peut pas affirmer avec certitude absolue qui est derrière les commandes. Le principe de déni plausible qui permet à l'État russe, comme tous les autres gouvernements faisant appel à des entreprises similaires, de nier toute responsabilité et de se soustraire à toute sanction. On pense bien que Poutine a quelque chose à voir avec tout ça, mais sans certitude absolue, dans l'arène politique, ça fait une énorme différence. Le fait est que la Russie a longtemps eu recours à la fois à des sociétés militaires privées et à des mercenaires. Le cas le plus connu, c'est le bataillon Vostok, formé au début de la deuxième guerre de Tchétchénie par le chef de guerre Soulim Gamadayev en 1999. Ce bataillon participera plus tard à la guerre en Géorgie entre 2007 et 2008 et plus récemment en Ukraine où il a été rebaptisé le bataillon Donbass. Les méthodes utilisées par ce bataillon sont si brutales que même la Russie refuse d'admettre leur collaboration. Le gouvernement russe se défausse en affirmant que ce sont des volontaires locaux qui agissent de leur propre initiative. Quel altruisme pour la Russie, notre mère patrie, ou pour quelques billets verts. Le bataillon Vostok aurait soi-disant été démantelé en 2009, mais on peut en douter. Et lorsqu'en 2014 couvait la crise ukrainienne, la stratégie d'externaliser le conflit auprès de sociétés de sécurité privées prit tout son sens. Mais la sous-traitance diligentée par le gouvernement russe devait se faire dans la discrétion. Afin d'y parvenir, le bataillon Vostok a dû limiter le nombre d'unités déployées en Tchétchénie et en Géorgie. C'est pourquoi le bataillon Donbass, le même mais avec un nom différent, était composé de combattants séparatistes de Donetsk, une ville ukrainienne, mais aussi de mercenaires tchétchènes expérimentés. Et encore une fois, il ne s'agit pas uniquement d'unités de combat. Il y avait toute une chaîne logistique d'approvisionnement en armes et d'autres prestations spécialisées. C'est comme ça que la Russie a sous-traité la guerre à des sociétés militaires privées composées de mercenaires. Bon, et quand ces groupes ne travaillent pas pour le gouvernement russe, qu'est-ce qu'ils font? Quelles sont les tendances de cette industrie et qui sont ses acteurs principaux? Russie, un hub de guerre privée à grande échelle. On estime qu'en Russie, entre 10 et 20 sociétés privées sont actives ou en cours d'immatriculation. Alors évidemment, leur existence légale est possible car elles sont enregistrées dans des secteurs d'activité distincts de leur mission principale. Surtout que le gouvernement russe lui-même est un bon client, donc il faut dissimuler le recours à ce genre de compagnie. La plupart d'entre elles sont enregistrées en tant que sociétés de sécurité conventionnelles, et certaines d'entre elles se démarquent plus que d'autres en se spécialisant dans des domaines bien précis. Un exemple, Antiterror Orel, une entreprise militaire privée enregistrée comme une ONG spécialisée dans la formation et l'éducation. En fait, Antiterror Orel protège avec des moyens considérables et à grande échelle les activités de plusieurs grandes entreprises russes dans des points chauds comme l'Irak. Un autre cas de société militaire privée, c'est Moran Security. Elle a été créée en Russie par d'anciens membres de sa marine nationale et du FSB, ses services secrets. Sur le site internet de Moran Security, elle affirme se consacrer à l'escorte de navires et à la rescousse de navires détournés. Elle s'est surtout fait connaître en 1999 lors du sauvetage d'un navire des Émirats Arabes Unis détourné par des Soudanais. Mais elle opère aussi en Irak et dans de nombreux pays africains. Cette entreprise possède sa propre flotte de véhicules blindés et de navires militaires immatriculés dans l'archipel des îles Cook. On imagine bien qu'ils ont d'autres tours dans leurs manches dont nous n'avons pas connaissance. Le gouvernement russe est loin d'être le seul client de Moran Security. Cette entreprise, comme d'autres, sont présentes dans des conflits dans lesquels Moscou n'est pas spécialement impliqué. Revenons à l'Ukraine et à la présence d'entreprises militaires privées. Retenez bien ce nom, RSB Group. Il s'agit d'une autre société militaire privée fondée en 2011, encore une fois par d'anciens responsables du FSB et de la Direction Générale des Renseignements Militaires qu'on appelle aussi le GRU, l'équivalent de nos DRM. En plus d'escorter des navires au large de la Somalie et du Golfe de Guinée et d'opérations de déminage en Libye, la société semble être impliquée dans l'invasion de l'Ukraine. Le média ukrainien Infonapalm affirme que RSB Group a combattu au Donbass aux côtés de rebelles soutenus par la Russie. La société aurait contribué à l'annexion de la Crimée.
Pour Staver et Skomorokov, deux observateurs de l'industrie russe de l'armement, RSB Group est l'entreprise militaire privée la plus aboutie et la plus similaire à celle que l'on trouve en Occident et notamment aux États-Unis. Ils ont leur propre branche de cybersécurité et ils auraient même refusé la demande d'un État d'intervenir dans les élections d'un autre pays, un client qui n'était pas la Russie. Ces entreprises gagnent en influence. Au cours des 12 dernières années, on compte pas moins de 4 tentatives de modifier la législation pour légaliser leur existence. Poutine semble y être favorable. Mais les régulariser reviendrait dans une certaine mesure à les placer sous contrôle strict du FSB, du GRU ou du ministère russe de la Défense ou des Affaires étrangères. Leur statut actuel, à la limite de l'illégalité, semble arranger tout le monde, y compris le gouvernement russe. En 2018, 3 journalistes russes qui enquêtaient sur ces sociétés militaires privées en Centrafrique sont morts dans des circonstances étranges. Dans le cas de guerre hybride, le recours à ces entreprises est une possibilité tout à fait viable. Dans l'actualité récente, on a beaucoup commenté le déploiement du groupe Wagner dans certains pays africains. Cette organisation n'existe pas officiellement et serait déjà intervenue en Ukraine, en Centrafrique, en Libye, au Soudan, au Mozambique et en Syrie. Elle est financée par Evgeny Prigojine, un oligarque russe proche de Poutine, également à l'origine d'une des plus grandes usines à trolls qui publie des fake news à tour de bras. Il serait aussi mêlé à l'ingérence russe dans les élections états-uniennes en 2016. Aujourd'hui, le groupe Wagner mettrait en difficulté la mission Takuba, une opération de stabilisation de l'Union européenne en Afrique subsaharienne. Mais c'est surtout la France qui s'inquiète de l'expansion de ses activités au Mali à hauteur de 10 millions de dollars par mois, financés par le gouvernement malien. Ce même gouvernement qui a refusé le déploiement de casques bleus supplémentaires sans frais. Le Quai d'Orsay a annoncé que la présence d'1 millier de soldats employés par le groupe Wagner était incompatible avec l'action française sur le territoire sahélien et que le rapatriement des troupes françaises sur place serait envisagé. Quoi qu'il en soit, de nombreuses institutions, dont l'ONU, font état de violations répétées des droits de l'homme et d'exécutions extrajudiciaires. L'absence de reconnaissance légale de ces organisations rend très difficile d'établir qui sont les responsables afin de les sanctionner. Cela dit, un événement cocasse qui a eu lieu très récemment. Un tribunal russe local a jugé un citoyen russe pour une affaire de corruption. Cet homme d'affaires livrait en moyenne 70 camions par semaine qui transportaient des rations alimentaires. Les bénéficiaires, selon le communiqué du tribunal russe, des soldats de l'armée russe déployés dans les provinces séparatistes composant le Donbass, en Ukraine donc. Environ 26 000 d'entre eux selon des calculs de l'OTAN basés sur les 1300 tonnes de denrées alimentaires que représentent ces 70 camions. Le bateau prend de l'eau. À votre tour maintenant. Que pensez-vous de l'existence de ces sociétés de sécurité privées? Pour ou contre la sous-traitance de nos OPEX et de notre sécurité nationale? Faites-nous savoir et prenez soin de vous.